Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, Pfizer a sorti ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l'année 2023, il me semble bien. Donc, on va regarder ça ici. C'est bien ça, exactement. Et elle a également fourni les guidance pour cette année et pour l'année prochaine, chose que le marché n'a pas appréciée. Et si vous vous souvenez, on a parlé de Pfizer plusieurs fois sur cette chaîne-ci. Donc, vous pouvez le voir ici, 1, 2, 3, 4, 5 vidéos. Et il y a, au mois de juillet, j'avais fait une note d'analyse fondamentale ici, donc essentiellement basée sur moi, ma lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences call. Enfin, quand on parlait des rapports financiers ici, surtout ceux du premier trimestre. Donc, on avait à peu près encore le premier trimestre à ce niveau-là. L'écoute de conférence call, et je vous ai à peu près présenté mon ressenti. Quels étaient les objectifs du management, à quoi s'attendre ici, qu'est-ce que l'entreprise avait fait entre-temps, etc. Et les autres ici, c'est essentiellement des analyses quantitatives. Et sur cette vidéo-ci, celle du mois de novembre 2023, donc il y a moins d'un mois ici, on parlait d'une analyse quantitative. Pfizer semblait sous-évalué, mais comme je l'ai mentionné également ici, faites attention, il dépend encore énormément d'un produit. Ok, il faut encore aller voir cette vidéo-là. Donc aujourd'hui, on va faire à peu près une mise à jour quantitative en prenant en considération les éléments qui ont été publiés lors des rapports financiers ici. Et je vais déjà vous poser la question pour ceux qui sont actionnaires de Pfizer. Est-ce que vous êtes étonné? Je répète encore. Est-ce que ça vous étonne? Revenons un tout petit peu ici. Et Pfizer annonce essentiellement ceci. Pourquoi est-ce que le marché n'apprécie pas les news d'aujourd'hui? Les analystes s'attendaient du 3 $ et poussière sur les années, je pense à 2024, comme ici. On s'attendait à 3,20 $, d'accord, à peu près. Et le management mentionne plutôt que, bon, il faut s'attendre que 2,05 $, et 2,25 $ en termes de bénéfices. On parle ici des bénéfices nets ajustés qui se rapprochent souvent ici des free cash flow. Donc, c'est quand même un tout petit peu bas par rapport à ce qui était prévu. Et pour ça, est-ce qu'ils expliquent quelle est la raison pour laquelle on aura des revenus, des bénéfices nets moins élevés? Tout simplement parce que les bénéfices ou revenus issus les revenus issus de la partie de tout ce qui concerne ici la médication pour le Covid ici, ces revenus-là auront tendance à diminuer. OK? Donc, si les revenus diminuent, les bénéfices également liés à ces différents produits-là vont baisser plus rapidement que prévu. OK? Et si vous vous rappelez bien, quand on faisait l'analyse au premier trimestre, on avait plutôt des objectifs en termes de revenus ici aux alentours de 67 milliards. Or, ici, on est plutôt à 61 milliards. Pour le moment, ça reste les guidance ici. Et pour ici, quand on parle ici de royalty, legacy Pfizer, c'est Pfizer avant l'acquisition. Parce que Pfizer a fait l'acquisition ici de Seagen. Et Seagen ici ressemble à ça. C'est une compagnie ici qui vend des produits, je pense, très spécialisés en oncologie, des choses comme ça. Donc, ils ont payé 15 fois les bénéfices pour cette compagnie. Les revenus, parce qu'elle n'a pas de bénéfices. C'est la raison pour laquelle Seagen ici, du point de vue bénéfice net supplémentaire, ne sera pas, il n'y aura pas un impact positif à court terme. Je répète bien. Parce que Seagen ici a une croissance très élevée par rapport aux revenus. Près de 23, si on prend la croissance sur les 10 dernières années, pas les 10 dernières années, allons-y déjà sur les 5 dernières années ici, on a à peu près 30% de croissance. Sur les 3 dernières années, on a à peu près 7% de croissance par là. Enfin, présentement, ok, rien ne dit ici que ça ne va pas accélérer. Il faut toujours aller vérifier pourquoi est-ce qu'on a un ralenti. Pourquoi est-ce qu'on a un ralentissement ici de la croissance. En tout cas, Pfizer a fait l'acquisition de cette compagnie. D'accord? Et vous pouvez voir ici en termes du point de vue marge, il n'y a rien à voir. On circule. Donc, c'est typiquement le genre d'entreprise qui n'allait pas vous intéresser, enfin, qui n'allait pas nous intéresser. Donc, c'est peut-être pour ça que je dis les biotech, par exemple, laissez-les aux compagnies pharmaceutiques. OK? Sauf si vous avez une spécialité ici au niveau, si vous savez à peu près un avantage sur la lecture ici tout ce qui concerne les médicaments présentement en pipeline. Donc, la recherche présentement sur ce genre d'entité et que vous remarquez que bon, ce type de produit, il y a de grandes chances que ce soit approuvé, etc. et que la concurrence n'est pas prête pour à peu près nous
empêcher d'avoir des revenus de plus en plus élevés, etc., etc. Bref, c'est une façon de dire ici qu'il faut à peu près une connaissance spécialisée en sciences naturelles, en médecine, on va le dire comme ça, ou bien tout ce qui concerne ici biologie, etc., pour à peu près apprécier ce genre d'entité-là. Donc, moi, je m'aventure pas dessus. Bref, je reviens ici. Généralement, dans la top newsletter, je vous partage souvent des analyses sectorielles. Et les analyses sectorielles ici quand on parle d'analyse sectorielle, on parle d'un secteur en particulier. Et je pense qu'on en avait partagé ici concernant les secteurs laboratoires pharmaceutiques. On avait mentionné Pfizer, notamment sur le fait que Pfizer ici essaye de rentrer sur les marchés de Novo Nordisk et Eli Lilly, mais ils sont encore très, 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 très loin aujourd'hui. OK? Donc, présentement, Eli Lilly, Novo Nordisk sont les first movers, mais dites-vous qu'il y aura d'autres personnes qui pourraient arriver sur le marché sur les années à venir. En tout cas, c'est un marché qui est intéressant, qui les intéresse, mais ils sont encore très loin d'avoir mis un produit sur le marché. Donc, également, on mentionne ici que je vous laisse aller lire ça. Hein. Enfin, pour ceux qui l'ont reçu, je pense à un document qui a été envoyé, je ne me rappelle plus bien à quelle période, mais soit au mois d'octobre ou bien au mois de novembre ici, je vous l'ai envoyé. D'accord? Pour ceux qui étaient déjà abonnés à la Top Newsletter. Ceux qui vont s'abonner présentement à la Top Newsletter, vous recevrez les prochains uniquement. OK? Et après, si je suis en forme, je vais copier ça, je vais le mettre ici dans les free notes. OK? Donc, si vous êtes intéressé pour recevoir ce document-ci présentement dans les free notes, laissez-moi savoir en commentaire, s'il vous plaît. Bref, en fait, ça nous donne une idée générale de ce qui se passe sur le marché en date d'aujourd'hui. D'accord, notamment au niveau des laboratoires pharmaceutiques. Donc, pour revenir ici, en général, il y a beaucoup de médicaments qui vont arriver à expiration. On le mentionne depuis plusieurs mois ici. Donc, vous allez voir des entités qui vont avoir tendance à être sous-évaluées aujourd'hui, tout simplement parce qu'elles ont des médicaments qui arrivent à expiration, des brevets qui arrivent à expiration bientôt. OK? Et qui dit brevet arrivé à expiration, ça fait 90% ici des revenus issus de ces médicaments-là qui vont avoir tendance à disparaître. Parce que la compétition est prête, notamment avec les Viatris qui ont tendance à faire des médicaments génériques ici. Donc, eux, il y a un ensemble, ces entreprises-là, par exemple, vont connaître une assez bonne croissance, entre parenthèses, ici, parce elles savent qu'il y aura énormément de médicaments, de brevets qui vont arriver sur le marché, qui vont tomber dans le domaine public ici. Et donc, elles ont déjà développé des médicaments génériques remplaçants ici, pour pouvoir concurrencer ces différents médicaments qui arrivent à expiration, ces différents brevets qui arrivent à expiration là. OK, donc elles pourront également augmenter leurs revenus par rapport à ça et leurs bénéfices, etc. Donc de toute façon, sur ce marché, il faut être le plus efficient possible. D'accord, le first move, l'avantage également ici, c'est la force de vente, etc. Bref, revenons à Pfizer. Sur Pfizer, on dépend énormément d'un seul médicament. Enfin, pas énormément, on dépend énormément, on dépend énormément d'un seul produit. Notamment tout ce qui est issu, tous les revenus ici dépendent, la majeure partie des bénéfices ici proviennent de ces deux entités-ci, le Paxlovid. Donc, je vais zoomer un tout petit peu. Est-ce que c'est possible? 1, 2, voilà. Donc, ici, on ferme ça. OK. Donc, vous avez le Paxlovid. Regardez bien. Je vais juste... On rebaisse encore. Voilà. Ce médicament-ci, tout ce qui concerne Covid-19 ici, blablabla, de 17 milliards en octobre 2022 à 4 milliards 400 en octobre 2023. Et s'il vous plaît, sur les 3 derniers mois, entre ici, la même période au mois d'octobre 2022, pour ce médicament-ci, on avait 7 milliards 500. Aujourd'hui, on a 200 millions. 200 millions. OK? Regardez l'autre, je pense également, ça c'est le Comirnaty, également un médicament ici pour le Covid. 26 milliards 400 en 2022, en octobre 2022. Sur les 9 derniers mois, on a eu 5 milliards 800. Et regardez ce qu'on a eu sur les 3 derniers mois ici. 4 milliards 400 en octobre 2022 et aujourd'hui 1 milliard 300. Il y a de fortes chances que au 4e trimestre, que ce soit encore plus bas que ça. Déjà que le Paxlovid semble déjà être... ça fait déjà partie du passé. Donc, ces deux entités-ci auront tendance à disparaître. Donc, pour quelqu'un qui veut analyser du Pfizer, il doit complètement les enlever. Il faut complètement annuler ces deux éléments-ci et essayer de voir combien est-ce que ça peut valoir si on les met de côté. Mais faites également attention. Je pense qu'on avait fait dans une des vidéos, si on avait peut-être pris 25% de ces revenus-là, etc. Bref, Pfizer dépend de ces deux éléments-ci. Pour le moment,
Donc, ce qui m'intéresse, par exemple, quand moi je veux regarder du Pfizer, OK. Un, je prendrai en considération la croissance externe. Pourquoi est-ce qu'ils ont acheté Seagen? Qu'est-ce que Seagen a présentement? Le produit que Seagen vend aujourd'hui, combien est-ce qu'on pourrait s'attendre en termes de revenus? Que dit ici la presse spécialisée par rapport aux médicaments que Seagen vend? Et également Pfizer. Quel type de médicaments ils ont présentement en pipeline? Donc, des médicaments qui ne sont pas des médicaments qui sont présentement qui ne sont pas encore approuvés, mais qui ont déjà été qui sont préapprouvés en date d'aujourd'hui. Donc, on a déjà terminé. On n'est plus en stade 2 ni stade 3. Je pense ici qu'on est déjà plutôt en phase de lancement. Donc, ne regardez pas les médicaments qui sont encore en pleine recherche. Ici, regardez plutôt ceux qui ont déjà été préapprouvés en date d'aujourd'hui ou bien qui sont en phase de préapprobation. OK? Et ceux qui sont déjà sur le marché. Et sur le marché, on peut identifier certains produits. On a le Nurtec. Pourquoi est-ce qu'on peut identifier? Regardez, 1 million en octobre 2022, 646 millions en octobre 2023 et on s'attend ici à 233 millions ici, dont 233 millions sur le mois d'octobre 2023. Généralement, un blockbuster, c'est un médicament c'est un médicament de 1 milliard et plus. Il y a de fortes chances que celui-ci arrive à 1 milliard et plus. En tout cas, il faut savoir à peu près il faut également regarder pourquoi est-ce qu'on a eu des revenus élevés ici. Et il le mentionne sur ce document. C'est important d'aller lire. OK? Également, il mentionne pourquoi est-ce que les revenus ont baissé. Donc, ensuite, on a quel autre médicament ici? Je prends ceux qui sont en forte croissance. Hein. On a le Abrisvo, d'accord? Excusez-moi pour les termes ici, qui est également en forte croissance. Ensuite, on a quoi? Parce que si vous prenez tout ça, si vous généralisez, si vous allez vous rendre compte qu'on a la moitié des revenus dans le primary care ici, au lieu d'avoir le 15 milliards, c'est l'année précédente, aujourd'hui, c'est 6 milliards. OK? Quand on prend le specialty care, ça se maintient plutôt. On a 300 millions de croissance. Attention, on présente le revenu ici et on représente à peu près les différentes composantes de ce revenu-là ici en bas. D'accord? Donc, ce n'est pas le total de ce qui de ce qui précède ici. D'accord? Ici, c'est plutôt le total de ce qui suit. Donc, tout ceci, le total est localisé ici. D'accord? Donc, Specialty Care ici, ça se maintient plutôt. OK? On fait également le même exercice en checkant à peu près les médicaments qui sont en forte croissance en date d'aujourd'hui. Et faites également attention, regardez il faut également prêter attention aux leaders et se poser la question, savoir si ces leaders-là viennent à expiration, s'ils ont des brevets qui arrivent à expiration bientôt. Ça, c'est le Specialty Care qui se maintient plutôt. Ensuite, on a le segment oncologie. Il me semble que Seagen également a des produits, c'est plutôt spécialisé dans le segment oncologie ici. Donc, ça peut être que bénéfique. Ce document-ci ne prend pas encore en considération les médicaments de Seagen. Donc, on fait également le même exercice. On constate qu'on est plutôt sur une période on se maintient plutôt à ce niveau-là ici. Après ça, vous avez les différents éléments, les différents autres produits ici. Donc, ce que je voulais dire ici, c'est que pour Pfizer en général, on aura tendance à souffrir à moyen terme. La question qu'il faut qu'on se pose, c'est tout le cash qu'on va récupérer du Covid présentement, est-ce qu'on va bien l'utiliser? Est-ce qu'on va bien l'utiliser? L'acquisition de Seagen ici, c'est près de 40 milliards. Franchement, je ne sais pas. Pour 40 milliards pour une entreprise qui ne rapporte pas d'argent, je peux comprendre. Okay? Dans les pharma, c'est compréhensible. Surtout si on a un potentiel blockbuster. Et je n'ai pas encore pris la peine d'aller regarder à l'intérieur des Seagen qu'est-ce que je peux trouver dessus. Okay? Comme je l'ai souvent dit, ce n'est pas un secteur qui m'intéresse en général. Je lis les rapports financiers ici juste en termes de culture générale, histoire d'ici de vous donner à peu près mon ressenti sur ce type d'activité-là. Mais je sais que je serais mal à l'aise personnellement à investir sur ce genre d'entité. Tout simplement parce qu'il y a des questions d'ordre... Je ne parlerai pas d'éthique ici, mais... Le prix des médicaments me dérange vraiment. Je sais qu'ils ont besoin de faire de l'argent ici et que s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de recherche. Mais parfois, c'est une aberration totale, certains prix de médicaments. Je ne conçois pas qu'on vende la vie entre parenthèses. OK? Et je conçois également que je suis un peu partagé. OK? Je suis un peu partagé. Donc, je comprends qu'ils aient besoin de vendre les médicaments à des prix exorbitants. Exorbitants pour moi. Mais également, ça me dérange, d'accord? Surtout quand tu sais que tu as peut-être un proche qui doit utiliser un médicament ici et la médication coûte extrêmement cher, ça va te déranger. Mais en tout cas, moi, ça me dérange, en tout cas, les vendeurs de médicaments. Je préfère les vendeurs de génériques parce que je sais que théoriquement, ici, c'est le prix. Le prix est déjà assez bas. Il faut juste être le plus efficient possible, mais il y a également beaucoup de consolidation dans ce genre de secteur d'activité-là. Donc, pour revenir à du Pfizer ici en date d'aujourd'hui, pour quelqu'un qui serait investi sur Pfizer, comment est-ce qu'il doit se comporter? Tu dois savoir que ça, là, ce qu'on a eu en 2022, c'est incomparable.
Ok, on va avoir tendance à revenir à une certaine normalisation. Et la normalisation ici va impliquer ceci. Pfizer ici, Pfizer de 2018 n'est peut-être pas le même Pfizer de 2023 ici, parce qu'il y a des segments qu'on a dû vendre, etc. Mais l'entreprise, le management ici estime qu'on parle aux alentours de 3 dollars l'action au moins sur les années à venir. Ok? Si tu as une vision long terme qui est au moins de 5 ans et plus, est-ce que tu penses que Pfizer peut revenir à 3 dollars à l'action à la période actuelle? Si ta réponse est oui, il faut te baser sur des éléments ici qualitatifs, d'accord? À savoir, je pense qu'on pourra atteindre le 3 dollars parce que vu les achats qu'on a peut-être fait avec Cygen, on pourrait peut-être s'attendre à un complément de 50 sous, disons 1 dollar par action ici de bénéfice. Actuellement, on a 1,58 $. On a encore des médicaments en pipeline en date d'aujourd'hui, comme ceci. Vous pouvez le voir là. Le rapport financier, je pense que c'était la page 50. On va le prendre ici. 50. Page 50, voilà. Donc, vous voyez à peu près ça sont les médicaments. Ça, c'est l'explication ici par rapport aux différents médicaments, ok? On vous dit ici que le Vyndaqel, ici, on a une croissance à l'année de 35% ici. Donc, la croissance, c'est parce que, on dit ici, donc, on dit ici que les prix ont baissé dans certaines zones, notamment au Japon, mais la croissance continue ici. Voilà, bref. Vous avez notamment ici en Europe et aux États-Unis. Donc, vous avez l'explication par rapport à la décroissance ou à la croissance des segments des différents médicaments ici. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout les médicaments qui sont les potentiels médicaments qu'on va mettre sur le marché. Donc, ici, vous pouvez le voir qu'on a le Ngela. Excusez-moi du terme. Hein. Donc, vous voyez, je ne sais pas à quoi ça sert ici, c'est en anglais. Pediatric Growth Hormone Deficiency, donc pour voilà, donc hormone de croissance. Enfin bref, je vous laisse aller voir ça. Excusez-moi pour ça. Ça a été approuvé en juin 2023 aux États-Unis, en février 2022 en Europe et au Japon en janvier 2022. Est-ce que les médicaments actuels sont déjà sur le marché? Il faut également vérifier ça. Est-ce que la force de vente est déjà au point sur ces différents médicaments-ci? C'est important d'aller regarder. Pour le moment, c'est dans autres produits. Ok, donc ce sont des produits qui sont déjà sur le marché, mais peut-être pas la force de vente n'est pas encore optimale dessus. En tout cas, il faut aller voir ça. On a également des médicaments qui sont en phase d'étude ici, donc late stage ici. Je pense que c'est la phase 4. Si je ne me trompe pas. Donc, on a ces différents médicaments. Si vous voyez encore qu'il y a des éléments pour le Covid ici, etc. Mais on doit avoir tendance ici à attendre de moins en moins dépendre de ce type de produit. Je pense également qu'on avait parlé du Eliquis précédemment sur la note d'analyse précédente ici, qui peut également être un médicament ici à forte croissance dans le futur. Donc, on a un pipeline de médicaments assez correct et on compte également faire certaines acquisitions. Si on le prend ici, on peut se dire qu'il y a de grandes chances qu'on revient au moins à 3 dollars. Et on regarde également le passif de Pfizer. Pfizer, ce n'est pas une nouvelle entité sur le domaine. Hein. Au niveau ici c'est pas un nouveau laboratoire pharmaceutique, c'est un vieux laboratoire pharmaceutique. Ils ont déjà eu plusieurs blockbusters par le passé. Donc ce n'est pas la première fois qu'on aura à faire face à un patent cliff. D'accord? C'est pas la première fois. Et ça ne sera certainement pas la dernière fois. Donc ces gens-là savent exactement ce qu'il faut faire. D'accord? Soit on continue, on maximise la recherche sur un secteur d'activité sur lequel on peut avoir un certain avantage, ou on fait des acquisitions. Maintenant, le but, c'est de faire de bonnes acquisitions. Il faudrait regarder le passif ici. Depuis combien de temps le PDG est là? Qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé? Est-ce qu'il a augmenté les bénéfices nets, etc. Le fait qu'on ait gagné beaucoup d'argent ici pendant le Covid, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on va faire également avec? Donc, il faudrait vraiment aller regarder également la capacité d'allocation du capital du management actuel. Je sais que certains vont vous dire ici que, ouais, Pfizer, ils ont empoisonné le monde, etc. Franchement, je n'entre pas dans ce débat-là. J'en sais rien du tout. Je ne sais pas que ça ne m'intéresse pas, mais on n'est pas là pour parler de ça. OK? Ici, on parle de Pfizer, l'entité, on parle de Pfizer, l'entité qui pourrait être capable de revenir à des bénéfices nets assez corrects dans le futur. OK? Et je pense ici que la moyenne des bénéfices nets dans le passé est à peu près de 14 milliards par là. 14 milliards. D'accord? Donc, à court terme, quand je parle de la moyenne, c'est sur les 20-10 dernières années. OK? On vous demande de payer aux alentours ici de 140 milliards aujourd'hui, une entité qui pourrait rapporter du 14 milliards dans le futur. C'est pas cher payé non plus. Et il me semble également qu'elle n'a pas de dette. Enfin, quand on va regarder, le niveau de dette net est tellement bas. Voilà, dette. Mais elle va souffrir à court terme.
OK, notamment avec voilà, on a une dette nette aux alentours de 20 milliards ici. Mais dans le 20 milliards, n'oubliez pas qu'on a du cash. Quand on prend cash ici, enfin, là, dans dette nette, ça inclut déjà le cash. OK, donc quand on prend ici la dette, le total de la dette ici, total de la dette, on a à peu près une dette aux alentours de combien? Où est-ce qu'on a? Est-ce qu'on aura cette information? Aux alentours de 64 milliards. Ça peut faire peur ici, mais en réalité, c'est totalement gérable ici, surtout pour une entité qui a les capacités d'avoir au moins 14 milliards par là. Elle a déjà prouvé cela par le passé. Depuis 2005, elle a 14 milliards. Elle génère 14 milliards au moins par an. Donc pendant la période de la pandémie ici a été extrêmement bénéfique. Donc tout le cash supplémentaire va être réorienté ailleurs. Soit on va booster la recherche et développement, ce qui n'est pas le cas ici, comme on a pu le voir ici. C'est pas leur objectif. Donc recherche et développement ici ajusté entre 11 milliards 900 et 12 milliards 900. Et pour l'année suivante, on s'attend à peu près à 12 milliards. Donc 900 millions ici de réduction. Est-ce que ces 900 millions de réduction-là n'aura pas un impact positif? Je pense que ça va avoir un impact positif ici. Et ils s'attendent également à faire des économies de près de 4 milliards, etc. Je vous laisse aller voir ça. Dans tous les cas de figure, actuellement, Pfizer est à la croisée des chemins et ça n'a pas trop changé par rapport à la dernière fois. Maintenant, certains vont se dire ici que oui, mais je l'ai acheté à 40 dollars, etc. Comme je dis toujours, hein, c'est un business qui peut, par rapport au prix actuel, qui a la capacité de générer près de 14 milliards par action. OK, et qui peut s'échanger à 15 milliards, à 15 fois les bénéfices et pas plus. Aujourd'hui, quand tu prends ton 14 milliards par action ici, c'est même 14 milliards 500 en moyenne, 14 milliards 500, pas par action, excusez-moi, globalement, divisé par 5 milliards 200, divisé par 5 milliards 720 plutôt, pas 200, ça donne à peu près 2,53 $ en moyenne. 2,53 $. Quand tu divises ça par, disons, ton 40 fois ton 40 dollars ici, l'action, OK, tu as un rendement de surcoût de 6,33. Donc, on n'est pas très loin ici du 15 fois les bénéfices sans prendre en considération la dette. Donc, on est sur la partie haute. Donc, essentiellement, à ce prix-là, le dividende on est là uniquement pour le dividende. OK, à ce prix-là. Mais maintenant, est-ce que ça veut dire que pour le futur, l'entreprise n'a rien dans les caisses? Non. D'accord? Il y a une stratégie qui est présentement en place. Est-ce que vous avez confiance au management pour mener à bien cette stratégie-là? Est-ce que ça va porter ses fruits? Je n'en sais strictement rien du tout. Tout ce que je peux avoir ici, c'est qu'en regardant les éléments quantitatifs, est-ce que c'est un business prévisible? On a un passif ici qui parle pour la compagnie en sa faveur. C'est un business assez prévisible. Est-ce qu'aujourd'hui, l'attente ici des 3,20 $, quand on va regarder ici sur l'analyse forecast, il y a quelques mois, juste pour vous montrer que les attentes généralement vont avoir tendance à fluctuer. On s'attendait à 3,63 $ il y a 6 mois, aujourd'hui c'est 3,20 $. Et ça va même encore baisser parce que maintenant le management c'est 2 $ et poussière, donc les analyses vont s'ajuster en conséquence. OK? En 2025, on s'attendait à 3,84 $ il y a 6 mois. Aujourd'hui, c'est 3,49 $ à l'heure où je tourne cette vidéo. Mais il y a de fortes chances que les analyses, parce que ça date du 12 décembre, ça va être ajusté peut-être demain. Ici, les analyses vont avoir tendance à aller plus bas que ça. Donc, ça fluctue. Le plus important ici, c'est garder à peu près une certaine moyenne. Est-ce que vous pensez que l'entreprise a les capacités de respecter cette moyenne-là? Et si c'est le cas, est-ce que le prix que vous payez ici aujourd'hui, vous êtes en accord avec ce prix-là par rapport à vos attentes à vous? OK? Donc, 37 $, c'est une entreprise qui est somme toute correctement évaluée. Si la croissance attendue dans les années à venir porte ses fruits, tant mieux. Mais sinon, on ne surpaye pas déjà. OK? Maintenant, celui qui va l'acheter à 26 $ et poussière, est-ce que ça vaut la peine de dire qu'on a un prix quantitativement meilleur que précédemment? Mais vous commencez à comprendre que ce n'est pas le quantitatif qui nous aide à tenir à long terme. C'est le qualitatif. OK? C'est le qualitatif. Pour quelqu'un qui a investi dans Pfizer ici, et quand il regarde, on a eu les résultats du premier trimestre et du deuxième trimestre. Je ne vais pas regarder au deuxième trimestre ici. Mais il y a de fortes chances que au premier trimestre, si j'ai identifié qu'on était on s'attendait à du 67 milliards et qu'au deuxième trimestre, je vois que les attentes sont en train de diminuer. Je vais me poser les questions sur le management que bon, ok, maintenant, on va un tout petit peu faire attention par rapport à vos prévisions ici. Parce que précédemment, ici, on est à 67 milliards. Maintenant, ça change. Quelle est la garantie que vous me donnez ici pour que les résultats prochains ici soient à peu près exactement ce que vous allez mentionner aujourd'hui? Il n'y en a aucune. D'accord? Donc, à moi maintenant de me poser les questions par rapport à ce que l'entreprise a dans les caisses, dans les cartons. À moi de me poser des questions par rapport aux différentes acquisitions. Je sais que ce que je peux vous dire ici peut totalement sembler abstrait parce que la plupart des gens s'attendent généralement à
Combien est-ce que je dois payer pour cette compagnie en date d'aujourd'hui? Je l'ai acheté à 10 fois les bénéfices. Elle semble être sous-évaluée. Mais faites attention aux chiffres. Faites très attention aux chiffres. D'accord? Les chiffres ne nous aident pas à tenir à long terme. D'accord? C'est un plus. Mais c'est la compréhension du business ici qui vous aide à tenir à long terme. Quand vous comprenez le business, vous comprenez le secteur, vous avez une compréhension du secteur d'activité, vous vous attendez, il y a de fortes chances qu'en période de secousse comme présentement, que vous soyez serein. OK? Moi, je n'aime pas les pharmaceutiques parce que je sais je dois m'attendre à ce genre de variation. Si je peux faire les vendeurs d'instruments ici, les vendeurs pour tout ce qui concerne ici le matériel médical. D'accord? Donc, comme les compagnies comme Intuitive Surgical, Medtronics, Johnson & Johnson dans une certaine mesure parce qu'elle a un segment ici, appareil médical, etc. Donc, moi, j'aime bien ce type d'entreprise-là parce que je trouve que c'est un peu plus safe à long terme. Comme les Thermo Fisher, par exemple, mais les Pfizer, les GlaxoSmithKline, les Sanofi, je préfère rester à l'écart parce que ce genre de choses arrivent. Et quand on parle ici de Sanofi également, Sanofi dépend également énormément d'un seul médicament. Donc il faut faire attention, surtout quand on dit que Sanofi est sous-évalué, le dividende augmente, les revenus augmentent, etc. Mais les revenus augmentent, c'est un seul médicament qui a tendance à tirer toute l'entreprise vers le haut. C'est très bien à court terme, mais il faut déjà commencer à réfléchir demain. D'accord? Donc, pour moi, si je veux investir sur du Sanofi, oui, bien sûr que je prendrai à 15. Il y a de grandes chances qu'on paye 15 fois les bénéfices ici, quand le marché est optimiste. Mais déjà, 10 fois les bénéfices attendus en date d'aujourd'hui, c'est déjà correct pour moi. Donc, quand je prends sur Sanofi, c'est d'abord pour le dividende. OK? En me disant qu'au prix, il y a de grandes chances qu'on reste au moins aux alentours ici des 8 $ l'action. Et que 8 € l'action et que cette compagnie puisse générer au moins puisse continuer à me payer aux alentours ici de 3,50 à 4 € ici de dividendes. C'est d'abord ça le narratif de départ. Et si maintenant il y a quelque chose en supplément, tant mieux. Par exemple, du Sanofi, si on me revend du Sanofi ici aujourd'hui, disons, je prends un exemple extrapolant, aux alentours de 135 €, je vends tout et je passe à autre chose. Je récupère ma somme de départ. Parce que pour moi, je trouve que ça sera exagéré dépendamment du produit qu'ils auront, dépendamment de la news à ce moment-là. Et quand je parle de news ici, dans les rapports financiers, bien sûr. Évidemment, je voulais faire cette vidéo aussi en moins de 30 minutes, en moins de 10 minutes, parce que je ne voulais pas parler énormément sur Pfizer. Mais voilà, c'est comme ça que je suis. Quand je commence à parler sur une compagnie, j'ai envie de donner le maximum d'informations possible. Ça peut être un peu brouillon, mais j'essaie de coller les morceaux. C'est comme ça que mon cerveau fonctionne. D'accord? C'est un tableau après un autre. OK? C'est pas parce que je réfléchis sur Sanofi ici aujourd'hui, sur Pfizer, que je ne vais pas réfléchir sur Intuitive Surgical. Juste pour vous dire ici que dans le segment pharmaceutique, ce genre de choses-là arrive. On peut parler de Gilead. OK? Qui est quantitativement également sous-évaluée, il me semble. Regardez, Gilead. Elle est quantitativement sous-évaluée depuis plusieurs années. Dépend également d'un seul médicament. Essaie également d'acheter d'autres produits, d'acheter d'autres laboratoires pharmaceutiques ici, histoire d'avoir de nouveaux blockbusters. Mais on est également à la croisée des chemins. Quelqu'un se dira que c'est sous-évalué. Non. Faites attention parce que les revenus attendus pour les mois à venir, qu'est-ce qui vous garantit qu'au-delà de 2025, parce qu'il n'y a pas de garantie en bourse de toutes les façons, qu'au-delà de 2025, on aura à peu près le même niveau de revenus. Donc, on ne va pas déjà payer des bénéfices nets assez élevés, des multiples assez élevés en date d'aujourd'hui. Donc, pour revenir à Pfizer, est-ce que je pense qu'on aura du 3 € l'action, 3 $ l'action dans les années à venir il y a de grandes chances que oui. Pourquoi? Avec Seagen, ça ne sera pas la première acquisition. OK? Deuxièmement, les médicaments, la médication liée au Covid ici, oui, ça va diminuer, mais on aura quand même un certain milliard par là chaque année. OK? Et on n'est pas à l'abri d'une nouvelle pandémie ou ce genre de choses-là. D'accord? Donc, ça serait un peu comme le médicament pour la grippe. Enfin, pour le vaccin pour la grippe, des choses comme ça. OK? Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément ici, on pourrait avoir de nouveaux médicaments. J'ai parlé des acquisitions, n'est-ce pas? Troisième élément ici, il y a également des pipelines en termes de recherche, parce qu'on réagit ici là comme si Pfizer n'allait plus jamais rien trouver. Regardez le passif de cette compagnie. C'est pas la première fois et ça ne sera pas la dernière fois non plus.
Donc aujourd'hui, on aura peut-être des médicaments qui arrivent à expiration, bien des médicaments, des médicaments ici qui vont avoir des volumes de moins en moins élevés, notamment parce qu'on a bénéficié, notamment ceux issus du Covid ici, mais ça ne sera pas également, comment on dit ça, mais à nous maintenant d'utiliser ce cash-là pour soit maximiser la recherche et développement sur un secteur d'activité sur lequel on a un avantage, comme je l'ai mentionné précédemment, ou bien faire des acquisitions. Mais sûrement pas pour distribuer le dividende ou le rachat d'actions, parce que si moi je suis investi sur cette compagnie-ci, le rachat d'actions pourrait m'intéresser. Le versement de dividende devrait le dividende devrait plutôt rester à ce niveau, qu'il n'y ait pas énormément d'augmentation, parce que là, c'est assez correct, parce qu'en 2023, on va payer le dividende ici avec de la dette. Si on se base sur les bénéfices nets attendus, enfin, sur les free cash flow attendus ici, non, sur les free cash flow attendus, techniquement, vu que les guidance ont été réduits, ça sera vraiment limite. Mais on a assez de cash pour ça. Donc, je vais me concentrer plutôt sur les perspectives de croissance futures. Et vous allez voir ici qu'en termes de free cash flow, ici, ça n'a pas trop changé. On s'attend toujours à du 2 euros par là. Et ici, on s'entend bien, ça reste à peu près correct au prix actuel. OK? Donc, si tu investis sur Pfizer, j'espère que tout ce que j'ai raconté là, tu as appris quelque chose ou bien, voilà, ça te permet ici de pouvoir te poser les bonnes questions des rapports financiers. Mais si tu investis uniquement parce que tu as vu les bénéfices nets, tu as vu le PER ou bien le dividende, ce n'est pas la bonne manière d'aborder du Pfizer ou bien sur une quelconque entreprise d'ailleurs. Parce que ce genre de situation-ci arrive. Donc, moi, je pense que Pfizer pourrait remonter aux alentours de $40. Il y a de grandes chances que ce soit le cas. OK? Mais ce n'est pas juste parce que je pense. Je dois également me baser sur des éléments qualitatifs. Et je vous ai donné un ensemble d'éléments ici. Pour quelqu'un qui ne lit pas profondément les rapports, qui ne s'intéresse pas à Pfizer. OK? Et j'ai déjà fait une note d'analyse qualitative sur le sujet. Vous pouvez aller la relire. Elle est encore disponible ici. Et quand je parlais de Pfizer à cette période-là, je vous disais que du point de vue dividende, c'est intéressant. On est optimiste à ce niveau-là. Mais pour le reste, on est quand même à la croisée des chemins. Les vidéos sont là. Elles sont encore disponibles sur la chaîne. OK? Donc, dites-moi ce que vous pensez de Pfizer. Si vous avez à peu près un prix d'acquisition élevé sur Pfizer, laissez-moi savoir en commentaire. On aimerait savoir qui l'a acheté à $40 par exemple. Ou bien qui l'a acheté à 35. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté entre 40 et 30 aujourd'hui. OK? Quel est votre sentiment en date d'aujourd'hui? Pourquoi vous pensez que vous avez fait un mauvais placement? Pas juste sur le plan quantitatif. Qu'est-ce que vous n'avez pas regardé? Donc, laissez-moi savoir en commentaire. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez la top newsletter où je partage également des analyses sectorielles. Donc, je ne partage pas ici mon ressenti pour vous dire que c'est le moment d'acheter tel ou tel produit ici. Enfin, quand je dis tel ou tel produit venant de Top Invest, même si parfois je peux faire des promotions sur les différents services que je propose, mais c'est généralement ici après que vous ayez lu les notes d'analyse sectorielles que je vous présente. Et la note d'analyse ici, ça peut être basé sur la lecture des rapports financiers d'une compagnie en particulier, ce qui me permet de comprendre, d'avoir à peu près un certain... Parce que quand les entreprises, en fait, dans le même secteur, quand elles commencent à parler la même chose au même moment, ça veut dire qu'il faut prêter attention. Ça peut vous donner une idée générale de ce qui se passe sur le secteur d'activité. Et pour le moment, si vous regardez les précédentes, les acquisitions dans le secteur d'activité, dans le secteur pharmaceutique, je vous ai dit qu'il y en aura de plus en plus. Et il va en avoir. C'est la même chose avec le secteur pétrolier. Il va avoir énormément d'acquisitions. C'est la même chose avec le secteur du streaming. On en a parlé dans le média. Les acquisitions, dernièrement, vous avez appris Paramount, etc. Mais ce n'est pas étonnant, c'est normal. Et ça faisait même partie d'une narrative de départ pour quelqu'un qui voudrait investir sur Paramount. Rappelez-vous la vidéo que j'avais faite sur Amazon. D'accord? Donc, les analyses sectorielles, c'est peut-être pas intéressant pour vous, ceux qui n'aiment pas lire. Mais si vous n'aimez pas lire, n'achetez jamais des actions. OK? Et je vous le partage gratuitement dans la top newsletter. OK? Vous n'aurez peut-être pas celle présente. Mais si vous voulez celle sur le laboratoire pharmaceutique qu'on a sorti dernièrement, laissez-moi savoir également ça en commentaire. Je la mettrai dans les free notes. OK? Bref, assez raconté ma vie ici. Pfizer, pour moi, il n'y a rien d'étonnant du tout. OK? C'est une compagnie qui peut revenir aux alentours d'une $40. Le plus important maintenant, voilà, pour quelqu'un qui voudrait investir ici, c'est de poser des questions par rapport au prochain blockbuster ainsi que au narratif derrière l'acquisition de Seagen. OK? Merci, au revoir.